Vous êtes nombreux dans la salle, comme le souhaitait le ministre Collin, à vous occuper de cette catégorie professionnelle en tant qu'avocat, en tant que magistrat, également en tant que membre des organisations représentatives de cette profession, également représentant des centres de référence des services de médiation de dette. Également parmi vous des banquiers dont le rôle est de soutenir également les investissements de plus en plus conséquents que les agriculteurs sont amenés à faire sur leurs exploitations afin de maintenir leur exploitation aux normes, mais aussi pour être compétitifs. Et donc, voilà, je pense qu'Agricole aussi, effectivement, on l'a dit, s'est diversifié et de plus en plus à une approche pluridisciplinaire. Et ces questions juridiques font évidemment partie de leurs préoccupations. On le parlait du fait qu'en 2018, il y avait eu énormément de changements. Et donc, Agricole souhaitait voir aborder lors de ce colloque ces matières, enfin certaines d'entre elles en tout cas, parce qu'elles sont multiples et variées. Et donc, le choix a été établi sur les matières matrimoniales, les matières successorales, ainsi que les procédures donc, susceptibles de s'appliquer aux agriculteurs en difficulté. Et donc, pour nous parler de ces questions de matière matrimoniale, notre premier orateur est Philippe Depage, professeur honoraire renommé à l'ULB, également grand spécialiste du droit familial. Le nombre d'articles et de monographies que vous avez écrits en la matière est impressionnant. Aujourd'hui, vous continuez de vous consacrer à cette matière, vous vous intéressez particulièrement à cette catégorie professionnelle que sont les agriculteurs. Et vous êtes là pour nous parler notamment du statut des biens professionnels et du logement familial suite aux modifications de 2018, justement, du statut de conjoint aidant, ainsi que du choix du régime matrimonial le plus adéquat pour ces exploitations agricoles à transmettre. Monsieur le professeur, donc je vous donne la parole pour 30 minutes pour nous entretenir de ces matières qui vous tiennent à cœur. Je vous remercie, madame. Effectivement, vous m'avez demandé d'entrer dans une matière, je dirais que je pratique, mais qui est une matière extrêmement technique et difficile au niveau de l'entreprise agricole. Je dirais que, comme madame Lerus et monsieur le ministre l'ont dit, l'idée de reparcourir ces difficultés avec vous, c'est plutôt de lancer des clignotants pour que, à l'avenir, et même pour le passé, parce qu'on peut quand même modifier le passé, on ait un certain nombre de clignotants qui fassent réfléchir sur trois notions qui sont très très imbriquées dans un régime matrimonial pour l'entreprise agricole, qui est d'une part le statut de l'entreprise agricole. Et c'est vrai, madame, comme vous l'avez dit, qu'en 2017 et en 2018, le droit civil en la matière a été bouleversé. Et le notariat commence à pénétrer, je dirais, ces réformes. Il y a donc le statut de l'entreprise agricole ou de la société agricole, les départs de la société agricole. Jointe à ce statut-là, il y a une préoccupation qui m'a toujours intéressé et qui est un vrai problème pour les magistrats, c'est le statut d'un conjoint aidant dans une entreprise agricole. Ce statut n'est pas très bien défini, spécialement dans des régimes de séparation. Et le troisième thème, qui est lié aux deux premiers, c'est effectivement le choix d'un régime matrimonial, ou si ce régime est en cours, le choix d'une modification de ce régime matrimonial. Vous allez voir qu'on se trouve à ce niveau-là entre, je ne vais dire quand même la peste et le choléra, parce que le régime de la communauté a des bienfaits considérables sur le patrimoine et le conjoint aidant. Il a malheureusement des aspects négatifs et on les a abordés lorsque l'entreprise agricole a des difficultés et des dettes. Le régime de séparation de biens a des avantages mais aussi des inconvénients. Vous allez voir que la réforme des régimes matrimoniaux en 2018 a ouvert un nouveau régime matrimonial qui pourrait, me paraît-il, assez bien convenir au statut de l'entreprise agricole et du conjoint aidant.
Avec Madame Van de Putte, sur les 4 thèmes que vous trouverez dans la petite note écrite, nous en avons sélectionné 2, qui sont d'ailleurs tout à fait imbriqués et qui sont d'abord le statut du conjoint aidant, comme vous le voyez ici, et ensuite le choix du régime matrimonial. Le statut du conjoint aidant peut orienter un nouveau choix de régime matrimonial. Si le couple est marié dans un régime de communauté, l'entreprise agricole ne pose pas, je dirais, de gros problèmes au niveau de sa patrimonialité, de sa valeur patrimoniale et de son partage. Dans la nouvelle loi, l'entreprise agricole, et je vais dire aussi le statut des actions de la société agricole dans un régime de communauté est assez simple. Soit l'entreprise agricole est attachée à la personne d'un exploitant et le droit à l'entreprise dans le nouveau régime est un droit propre, c'est-à-dire qu'au moment où le régime matrimonial va se liquider, l'exploitant propriétaire du droit à l'entreprise va reprendre son entreprise, mais la valeur patrimoniale, la valeur économique de cette entreprise forme l'actif essentiel du patrimoine commun. Je dirais qu'en communauté, au niveau patrimonial, le partage de la valeur économique entre les époux, qu'il s'agisse d'un divorce malheureusement ou qu'il s'agisse tout aussi malheureusement d'un décès, cette valeur patrimoniale représente une protection pour le conjoint de l'exploitant. Au niveau du régime de la communauté, comme vous le savez, ce régime est fondé sur un élément fondamental qui est le revenu de l'exploitation. C'est un revenu qui est commun et donc je dirais que au niveau du conjoint aidant, c'est-à-dire de celui qui aide, celui qui n'a pas le statut de l'exploitant agricole, le régime de communauté le protège dans la vie de tous les jours par un partage des revenus, et si le régime de communauté prend fin, la valeur économique de l'entreprise reste une valeur commune qu'il appartiendra au notaire de partager, en tous les cas financièrement, même si l'exploitant reprend le droit à l'entreprise. Même chose, je dirais, lorsque dans un régime de communauté, l'activité agricole a été restructurée sous forme de société agricole, parce qu'on ne parle plus alors d'une entreprise agricole comme telle, on parle de la titularité ou de la propriété des actions de cette société agricole. Et à ce niveau-là, je dirais que le conjoint aidant dans un régime de communauté reste protégé. La nouvelle loi sur les régimes matrimoniaux vous dit que si vous êtes marié dans un régime de communauté, que vous avez créé une société agricole, les actions sont la propriété du souscripteur, du constituant de la société agricole. Mais si cette société agricole a été constituée pendant la communauté, la valeur économique des parts, qui est une valeur qui s'est créée pendant le régime de la communauté, reste une valeur qui appartient aux deux époux. Et donc, je dirais que de ce point de vue-là, statut de l'entreprise, statut des actions et protection économique ou financière du conjoint aidant, je n'ai pas beaucoup de difficultés. Le problème, on le reverra dans le choix du régime matrimonial lorsque on se trouve en présence d'un notaire ou d'un avocat et qu'on discute de savoir sur quel régime matrimonial va-t-on se diriger. Le régime de communauté, on va le reprendre, présente quand même une faiblesse, c'est évidemment la dette professionnelle, l'endettement professionnel qui vient grever tous les actifs du patrimoine commun et qui grève aussi tous les actifs du patrimoine propre des époux mariés en communauté. Et là, il y a effectivement un certain danger, sinon un danger certain. Il se peut que l'entreprise agricole ou l'exploitant agricole ait choisi ou soit marié dans un régime de séparation de biens. Et lorsque j'en ai parlé avec mon ami Étienne Beguin, il m'a dit
et ça correspond à une tendance que l'on a vue lorsqu'on a élaboré la nouvelle loi sur les régimes matrimoniaux, que les jeunes sont plus orientés aujourd'hui en Belgique vers le régime de la séparation des biens. Nous avons eu, lorsqu'on a revu toutes ces matières-là, des statistiques qui venaient étonnamment de la Banque nationale, et étonnamment, enfin, on le sentait déjà dans la pratique, mais étonnamment, les statistiques sont venues dire que dans les 10 dernières années, 70% des contrats de mariage étaient des contrats de séparation de biens. Et le contrat de séparation de biens présente évidemment des avantages de la séparation des patrimoines, de la séparation des dettes, et donc du fait que mon conjoint aidant dans l'entreprise agricole sera moins exposé personnellement aux dettes de l'entreprise, mais en revanche, le régime de la séparation de biens présente des faiblesses indéniables, et ce ne sont pas les magistrats qui sont ici présents qui me contradiront, parce que journellement, on va plaider devant les tribunaux des problèmes de solidarité patrimoniale entre époux séparés de biens, et il faut bien dire que le Code civil en matière de séparation de biens ne prévoit vraiment aucune disposition spécifique sur la solidarité économique par rapport au conjoint aidant. Pourquoi? Parce que, comme le nom l'indique, quand vous choisissez un régime de séparation de biens, vous êtes dans votre patrimoine, vous gérez votre patrimoine, bien entendu, vous aimez votre conjoint, mais votre obligation de solidarité juridique et économique est limitée au fond à l'alimentation, je vais dire un petit peu, si vous me permettez l'expression, du pot commun, des charges du mariage, mais au-delà de ça, vous gérez les revenus de votre exploitation personnelle comme vous le souhaitez. Et donc, la protection financière du conjoint aidant est manifestement affaiblie, financièrement et certainement juridiquement, parce que le problème est récurrent dans ce régime-là, spécialement en cas de divorce, et je crois qu'il ne faut pas se voiler la face des choses. Les agriculteurs divorcent comme n'importe quel autre couple, et se pose alors une question qui était extrêmement simple et devant laquelle les juristes ne sont pas bien équipés si, comme vous l'avez dit, en amont, on n'y a pas pensé. Madame, parce que c'est souvent madame, qui est le conjoint aidant et qui a travaillé pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans dans une exploitation agricole, voit son couple exposé, et elle se demande comment elle sera protégée. Dans un régime de séparation de biens, dans mon hypothèse de travail, monsieur a repris son entreprise agricole ou a continué la gestion de sa société agricole, et je dirais avec parfois un petit peu de goujaterie, il regarde son ex en disant « ben voilà, tu n'as rien ». Merci de m'avoir aidé pendant 15 ans, pendant 20 ans, mais voilà, tu n'as rien, j'ai des dettes professionnelles, nous n'avons pratiquement pas d'actifs en indivision, si ce n'est peut-être un logement familial, et bien pour le surplus, excusez-moi l'expression, débrouille-toi. Alors, on va plaider ça devant les magistrats, et on va exposer à ces magistrats qu'il y a quand même un grand principe juridique qui est que quelqu'un ne peut quand même pas s'enrichir au détriment des efforts ou de l'activité de l'autre. C'est ce que l'on appelle, et ce qu'on rappelle aux étudiants au mois de juin lors des examens en droit, le principe de l'enrichissement sans cause. Alors, on va exposer au magistrat qui connaît évidemment tout à fait bien ce principe en disant, mais voilà, madame a travaillé 15 ans, 20 ans, 25 ans à côté de monsieur, elle n'a rien, elle a quand même contribué à la valorisation de l'entreprise agricole. Elle n'a pas été payée parce que ça ne se faisait pas, parce que ce couple s'entendait bien, ils s'aimaient, ils travaillaient ensemble, je dirais, dans une perspective de terminer leur vie sentimentale ensemble. Il y a eu un accident, il y a un divorce. Madame doit être indemnisée. Alors, pour faire court, je vous dirais que jusqu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années d'ici, et ce n'est pas du tout une critique à l'égard des magistrats. Les magistrats disaient, vous savez, moi je n'ai pas de critères qui permettent de dire qu'au-delà d'un certain seuil d'activité, ce conjoint aidant doit être indemnisé.
Aujourd'hui, je dirais cet aspect-là est dépassé, en ce sens qu'il est de plus en plus admis, et c'est juste, et à la limite, je dirais c'est moral, il est admis par les magistrats que l'aide que dans un couple on peut se donner est une aide non rémunérée parce qu'elle est limitée au train-train quotidien. Elle va chercher les enfants, je vais parfois chercher les enfants, je dirais à l'école, tout ça c'est des petites choses de la vie courante et on ne compte pas ce que l'un ou l'autre a fait. Mais lorsque l'aide d'un conjoint devient plus structurelle, voire devient une aide qui est une aide d'un employé ou d'un salarié agricole déguisé, les magistrats aujourd'hui ont sauté le pas en disant « oui, on a passé un certain stade d'aide et il faut indemniser ». Donc, ce premier barrage-là, je pense qu'il est aujourd'hui dépassé devant les tribunaux. Il y a un deuxième barrage qui subsiste, et là je suis prêt à faire l'expérience en demandant à 4 ou 5 magistrats quelle est leur sensibilité, c'est d'accord, on va indemniser ce conjoint aidant, mais suivant quels critères ? Suivant quels critères? Et ça, je peux vous dire que vous pouvez retourner tous les articles du Code civil et toutes les pages du Code civil, il n'y a aucun critère. C'est donc, je dirais là, une ingéniosité du conseiller, une oreille attentive, je dirais, du magistrat, qui peut décider d'un critère d'indemnisation a posteriori d'une aide du conjoint aidant. Vous voyez dans le slide, je n'ai pas de critères mathématiques. Ce que l'on voit parfois, c'est que le magistrat dit « Ok, madame a participé à l'exploitation, au développement de l'exploitation, et donc elle a amené une certaine plus-value à l'exploitation, et donc son indemnisation est un partage de cette plus-value ou d'une partie de cette plus-value. Le magistrat est libre et souverain dans son appréciation. Ce partage a posteriori de la plus-value est par exemple quelque chose que l'on retrouve dans les juridictions de l'arrondissement de Liège. C'est quelque chose qui est entré, je dirais, dans les mœurs des magistrats. Dans d'autres cantons judiciaires, et notamment par exemple dans les matières agricoles au niveau par exemple de l'arrondissement de Gand, les magistrats cherchent à indemniser le conjoint aidant en se rapprochant plus d'un salaire différé. Entendez-moi, un salaire différé au sens traditionnel du terme, je ne parle pas du salaire différé que l'on trouve, je dirais, au niveau des descendants qui ont travaillé pendant un certain temps sans rémunération dans l'entreprise agricole, mais c'est l'idée que le conjoint aidant, il a créé quelque chose, il a contribué à créer quelque chose, il faut l'indemniser et certains pensent à un salaire. Tout ceci pour vous dire que l'écoute des tribunaux est une bonne écoute aujourd'hui, mais que le magistrat est aussi un petit peu dépourvu. Il dépend de l'avocat qui va lui présenter une matière d'indemnisation et ça se discute. Le clignotant que vous aviez souligné, Monsieur le ministre, sur lequel vous avez insisté, c'est que en amont, peut-être que ces réflexions-là devraient se retrouver traduites dans des clauses d'un contrat de séparation de biens en demandant au notaire d'aider à canaliser cette problématique. Vous avez toujours dans la problématique de ce conjoint aidant le degré le plus faible de protection du conjoint, c'est le cas où l'activité agricole est logée dans une société agricole. Parce qu'alors, l'exploitant est le gérant de la société, il se fait aider par son conjoint, mais la société n'a aucun lien de droit, aucun contrat avec ce conjoint aidant, et la société n'est tenue d'aucune indemnisation. Et donc là, je dirais, dans le cas de la société agricole, la protection du conjoint aidant est
très faible, ce qui m'incite à demander que tout le monde se mette autour de la table pour qu'on réfléchisse dans ces cas-là à trouver des formules dans un contrat de mariage qui puissent quand même assurer une certaine solidarité financière ou patrimoniale du conjoint dans les cas où l'accident du divorce survient, et on ne peut évidemment pas l'exclure. Deuxième grand thème, Madame Van de Putte, sur lequel nous avons un petit peu réfléchi, et en partant du conjoint aidant, c'est de dire, ok, vous me parlez de tout ça, vous me parlez de toutes ces problématiques. Bon, on refait l'histoire à zéro comme Charlot dans les films de Charlie Chaplin, on rebobine toute l'histoire du couple, on se retrouve devant Étienne Beguin ou un autre notaire. Qu'est-ce qu'on choisit comme contrat de mariage? Parce que c'est... Et je crois que vous l'avez tout à fait bien dit, et moi je suis convaincu de cela, c'est que le régime matrimonial, le contrat de mariage, c'est le premier instrument d'orientation du patrimoine du couple. Quand il est bien réfléchi, on n'a pas d'accident. Alors, allez-vous vers un régime de communauté? On l'a vu, au niveau de la patrimonialisation de l'entreprise, de sa valeur financière, elle sera partagée par moitié. Les revenus sont automatiquement des revenus qui tombent dans un patrimoine commun qui va se partager et qui peut même s'attribuer en totalité au conjoint survivant si celui-ci réunit en plus les critères de l'exploitant agricole. Tout ça, c'est très bien. Le problème du régime de la communauté, c'est évidemment le problème des dettes professionnelles, parce que vous devez savoir que dans un régime de communauté, une dette commune qui est liée à un actif commun va grever évidemment tout le patrimoine commun et va grever aussi tout l'actif personnel de l'exploitant agricole. Et donc, il y a là un danger important qui fait que les jeunes, et dans votre profession agricole, c'est un clignotant important, mais de manière générale, les jeunes qui se lancent dans des activités professionnelles, aujourd'hui, comme on le disait tantôt, réfléchissent plutôt au régime de la séparation des biens. Parce que la séparation des biens a au moins cette vertu, c'est que si je fais des dettes dans mon régime de séparation de biens, je n'entraîne pas mon conjoint dans son patrimoine à devoir, je dirais, éponger mes propres dettes, au-delà des difficultés évidemment que cela va créer dans le couple, mais au moins on a créé des barrières entre les patrimoines. Mais le régime de la séparation de biens, il peut, et parfois il devient un régime extrêmement égoïste le jour où un divorce survient, voire je dirais même un décès, parce que dans ce régime-là, je divorce et je repars avec mes actifs, et comme on l'a vu tantôt, je néglige un petit peu le sort de mon ex-conjoint ou du conjoint survivant, sous réserve de ce que Étienne Beguin nous dira à propos de la dévolution successorale de l'entreprise agricole. Mais il me confirmera que la dévolution successorale de l'entreprise agricole ne se pose que lorsque vous avez réglé tous les problèmes du régime matrimonial. Dans la liquidation d'un patrimoine, on commence par liquider le contrat de mariage, et s'il reste quelque chose à liquider, ce quelque chose tombe dans une succession, et les règles de la succession vont souffrir. Je vous disais que sans avoir réfléchi à la problématique spécifique de l'entreprise agricole et du contrat de mariage, on a quand même créé en 2018, et ça s'est mis en place à partir du 1er septembre 2018, un régime de séparation de biens, mais qui est amélioré et qui peut-être ouvre de nouvelles orientations à votre réflexion. C'est un régime qui tient compte de la spécificité de la séparation de biens. Chacun est dans son patrimoine, chacun gère son patrimoine. Les dettes professionnelles sont des dettes personnelles. À ce niveau-là, il n'y a pas de contamination de la dette professionnelle à l'égard du conjoint. Mais c'est un régime qui va créer
à la sortie de ce régime matrimonial, qu'il s'agisse d'un divorce ou qu'il s'agisse d'un décès, il va créer une solidarité financière, une solidarité économique entre les conjoints. Et comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, c'est un petit peu un régime qui vous fait devoir faire attention à deux choses. Au départ, de bien cibler les actifs qui sont personnels de chacun des époux, et à la fin du régime, de refaire un exercice d'inventaire sur ce que les patrimoines personnels de chaque époux sont devenus. Et si les patrimoines personnels de chacun des époux ont évolué comme on peut l'espérer entre le moment du point de départ du régime matrimonial et de sa finale, il se dégage une plus-value dans chaque patrimoine. Et au fond, on regarde la plus-value du patrimoine de monsieur, la plus-value du patrimoine de madame. On annule ces plus-values à concurrence du montant le plus faible. Vous avez un tout petit exemple. Patrimoine final de madame, il est de 10. Celui de son mari exploitant, il est de 25. Ça veut dire que madame a une plus-value de 10 dans son patrimoine, monsieur de 25. La plus-value finale communautarisée, elle est de 15, c'est-à-dire 25 moins 10. Et ces 15 de plus-value économique se traduisent par un partage de créances, un partage financier entre les époux, entre les ex-époux ou entre le conjoint survivant et les enfants. C'est nouveau comme régime, c'est un régime qu'on sentait déjà et que dans la pratique notariale, certains notaires essaient de pratiquer depuis une petite dizaine d'années, mais avec beaucoup d'appréhension parce qu'il n'y avait rien dans la loi. La loi aujourd'hui est venue stabiliser ce régime-là et il semble bien qu'il a là une petite réponse ou un début de réponse aux problématiques que l'on a brièvement abordées et qui sont au fond finalement dans l'exploitation agricole assurer une certaine plus-value, une certaine solidarité financière entre l'exploitant agricole et son conjoint aidant. Il y a peut-être là une réflexion. Et la dernière chose que j'ai à dire avant de céder la parole à Étienne Beguin, c'est comme Monsieur le ministre Colin l'a dit, comme vous l'avez dit Madame, ce sont des clignotants tout ceci. On n'a pas de réponse type. Chaque réponse doit être ciblée à chaque, je dirais, couple ou particularité de chaque couple. Mais je ne peux dire qu'une seule chose, si ces clignotants vous ont parlé, ayez à l'esprit que des spécialistes, et en particulier le notaire qui est l'accompagnateur de la famille agricole, allez vers ces spécialistes, poser des questions, ils ont les instruments pour cibler plus particulièrement les situations de chacun et éviter les drames d'un contrat de mariage ou d'une situation où rien n'a été prévu parce que c'est, et ce n'est pas non plus une critique, j'ai été avocat, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous l'avez dit, c'est parfois 8 ans de procédure parce qu'on n'a pas pensé à exploiter les clignotants, à aller voir quelqu'un qui peut, avec ses instruments juridiques, diminuer la part d'incertitude du judiciaire. Je vous remercie.